Entreprise apprenante, et si vous en étiez une sans le savoir? La question que nous nous posons collectivement aujourd'hui, c'est celle-ci. À l'heure où nous vivons d'intenses transformations au niveau des services learning et développement. Et donc, avant de répondre à cette question, d'une part, je vais vous dire bonjour. Et d'autre part, on va bien sûr se présenter en quelques minutes. Et puis ensuite, on va tenter de répondre collectivement à cette question et de vous donner également nos convictions sur ce sujet. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Je suis Myriam Amaré, responsable de l'activité conseil RH et organisation chez nous. Je serais ravie aujourd'hui de partager mes convictions, nos convictions sur l'entreprise apprenante à vos côtés. Bonjour à tous, donc moi je suis Laurie Comte et je suis la responsable de l'activité offre et ingénierie de formation chez nous. Et donc bonjour à tous, je suis Cyril Lijard, je suis responsable du business développement chez nous, c'est-à-dire que j'ai en charge des activités communication, marketing et commerce. Donc, qui sommes-nous? Donc nous, c'est une société de conseil et d'accompagnement en richesses humaines. Donc nous accompagnons en fait les services RH et les services learning et développement dans des transformations stratégiques, opérationnelles, organisationnelles. Ça, c'est notre premier point. Nous, c'est un collectif de 200 personnes dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au quotidien, on accompagne nos clients sur des sujets de performance opérationnelle, de performance sociale et de performance économique. Alors, pour revenir sur ce sujet des organisations apprenantes, ça fait une année que l'on explore de manière très profonde ce sujet, avec bien sûr toute la littérature qui est autour de ce sujet. On a également lancé un podcast sur ce sujet où on va explorer et on va questionner le marché. Et on a lancé une hypothèse que l'on questionne et que l'on re-questionne, qui est celle-ci, qui est: les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui nous guide et qui nous a permis aussi de continuer à forger une conviction. Et notre conviction, c'est que, à l'ère finalement de grandes transformations qui arrivent, puisque dans la transformation digitale, on va avoir une nouvelle vague avec, vous savez, l'intelligence artificielle, le big data, l'informatique quantique, le Web 3, toutes ces technologies, j'en passe comme l'Internet des objets, toutes ces technologies qui vont encore bouleverser dans les 10 prochaines années les métiers et nos organisations. Nous, on a une forte conviction, c'est que demain sera humain. Et que c'est la capacité finalement des humains à travailler et à apprendre ensemble qui forgera finalement la performance de l'organisation. Et donc, c'est ce que l'on va voir dans les prochaines minutes. Avant ça, premier point, on a lancé récemment une étude avec un média qui s'appelle MyRHline, qui vient évaluer finalement la maturité des organisations sur cette thématique de l'organisation apprenante. Donc on va vous partager déjà quelques premiers résultats de cette étude. Donc c'est une étude qui est encore en cours. Vous pourrez, et je vous y invite à aller bien sûr y répondre pour pouvoir enrichir finalement ces résultats que nous diffuserons dans quelques semaines auprès bien sûr de l'ensemble des parties prenantes intéressées. Et puis, bien sûr, vous savez qu'à YouSpring, vous pouvez interagir avec vos smartphones. Donc, bien sûr, on va vous poser un certain nombre de questions et on va commencer très rapidement. Et donc, on vous invite bien sûr à pouvoir répondre, interagir. Et on va aussi vous inviter sur certaines questions, si certains souhaitent prendre la parole, à venir partager leurs expériences, parce que ça fait partie aussi du format. Une organisation apprenante, ce n'est pas seulement 3 personnes qui diffusent, c'est l'ensemble qui est capable de partager une richesse collective. Alors, la première question que vous devez voir apparaître sur votre smartphone, pour celles et ceux qui sont connectés, est-ce que c'est bon au niveau des problèmes techniques smartphone? Vous savez sur quelle appli vous avez eu le QR code? C'est bon? Non? Oui? Ok. Ouais, je veux bien, Alice, merci. On va faire un petit switch sur le QR code, comme ça tout le monde va pouvoir se connecter.
Le mot de passe du Wi-Fi, on me demande Alice, c'est... Alors, pas butard, le P de Pierre, P-A-B-U-T-A-R-D. Le compte est bon. P-A-B-U-T-A-R-D. On va prendre juste ces quelques secondes pour que chacun puisse se connecter et qu'on puisse bénéficier de la richesse de l'ensemble des participants. C'est important. Certains ont déjà répondu à la question, c'est bon. Donc ça veut dire que voilà, ça fonctionne. On attend que d'autres arrivent sur la question. On peut essayer de faire apparaître les résultats. En plus, c'est du live, vous voyez, ça bouge, donc vous pouvez faire bouger et faire progresser votre conviction. Ok, très bien. Donc on voit effectivement que globalement, un peu plus de 2/3 de la salle pense faire partie d'une organisation apprenante. Donc ça, c'est intéressant. Et vous allez voir que dans les 30-40 prochaines minutes, on va passer au tamis un certain nombre de sujets et qu'on va vous reposer la question à la fin. Et l'idée, c'est de faire cette photographie avant, où là, on est à 72-28, et de voir un petit peu ensuite, par rapport aux convictions qu'on vous aura partagées, aussi comment vous situez. Très bien. Après, rassurez-vous, toutes les organisations sont bien sûr apprenantes parce que sinon elles mourraient. Mais disons qu'il y a un certain nombre de niveaux. Ok, merci pour cette première participation. Alors là, je vous pose une question. Alors elle n'est pas sur l'appli. C'est juste que vous puissiez réfléchir sur ce que cela vous inspire. Donc je vous laisse quelques secondes pour que chacun puisse faire un petit peu sa propre analyse de ce que cela vous inspire. Ça peut vous inspirer des couleurs, des formes, de la connexion, de la disconnexion d'ailleurs. Oui ? Ça vous inspire ? Oui, effectivement. Effectivement. On voit une tête, mais on voit que tous les éléments ne sont pas rassemblés au même endroit. Et finalement, les 6 dimensions que nous, on a choisies fort de nos convictions pour évaluer une entreprise apprenante, effectivement représentent, et on a souhaité le représenter avec une tête, qui est finalement une partie d'un organisme vivant. Parce qu'une organisation apprenante, effectivement, c'est un organisme vivant. C'est un organisme qui va évoluer, qui va grandir, qui va changer de forme. Donc ça, c'est super important d'avoir cette image de l'organisme vivant qui va avoir cette évolution, ces interactions. C'est également un organisme qui va avoir un certain nombre de connexions et d'interconnexions. Une organisation apprenante, c'est effectivement une entité qui a un certain nombre de connexions. Et ces connexions, elles ne sont pas là par hasard. Ces connexions, elles vont permettre surtout d'aller vers le même sens. C'est-à-dire que là, une organisation apprenante, c'est une organisation où toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les collaborateurs, vont regarder dans le même sens. Et cette interconnexion et ce sens vont donner finalement une cohérence très très forte à l'organisation apprenante. Et donc, il ne faut pas penser effectivement que si je remplis les cases de la partie mission et de la partie talent, je suis une organisation apprenante. Une organisation apprenante, ce n'est pas une checklist de ça y est, ma mission, elle est claire, elle est partagée. Au niveau des talents, je suis plutôt au top. Non. Une organisation apprenante, c'est une organisation où l'ensemble de ces dimensions sont interconnectées et, comme je l'ai dit, sont cohérentes et servent finalement
le but et la mission et la vision, le sens de l'entreprise. Donc ce que l'on va faire dans les prochaines minutes, et je vais laisser la parole à Laurie, c'est de vous présenter les 6 dimensions en fait, de l'organisation apprenante telle que nous la voyons. C'est là où on vous partage finalement notre regard et puis les convictions que l'on partage sur ce sujet. Merci. Ok, donc notre première conviction, une offre formation connectée à la stratégie. Vous le savez, une entreprise, donc la stratégie d'une entreprise, se base sur différents piliers, dont la formation en est un incontournable. 2 missions sont prioritaires au service de l'organisation apprenante, la mission de l'entreprise et la mission du service formation. Alors la mission de l'entreprise, c'est de se poser la question à savoir, est-ce que l'ensemble de vos collaborateurs connaissent la stratégie de votre entreprise, sa vision, son ambition, qu'ils connaissent le chemin à parcourir et pourquoi le parcourir pour l'organisation, mais également pour eux. La stratégie d'une entreprise doit être le guide, le phare qui permet de savoir pour les collaborateurs quelle est la compétence à développer. Ce chemin-là à parcourir doit être connu pour susciter une prise de conscience collective et un intérêt commun. Je vous donne un exemple. Si la stratégie de l'entreprise n'est pas diffusée au plus grand nombre et de manière régulière, on l'a bien vu, on a accompagné une université d'entreprise qui produisait des parcours de formation extrêmement qualitatif. On sait comment ça fonctionne. Quand on crée des parcours de formation, on met autour de la table toutes les parties prenantes en mode projet, ça prend du temps, on dessine l'architecture, on se met en méthode de production et on passe au livrable. Sauf que comme la stratégie de l'entreprise a évolué, le marché a également évolué, ce parcours de formation, certes extrêmement qualitatif, était produit, mais non adapté. Donc vraiment, cette mission de l'entreprise-là est de véhiculer cette stratégie, sa vision, son ambition au plus grand nombre et de manière régulière. Autre mission, celle du service formation maintenant. La formation doit être une déclinaison de la stratégie, c'est un outil. Mais comment ? Bien évidemment, par le plan de développement des compétences et donc par le recueil des besoins. Sauf que l'organisation apprenante, c'est l'agilité, c'est l'adaptabilité. Donc, comment faire ce recueil des besoins ? De manière annuelle, hybride, au fil de l'eau. L'idée, c'est surtout de pouvoir rester agile et donner l'opportunité aux collaborateurs de développer la bonne compétence au bon moment. Pour ça, bien sûr, oui, recueil des besoins, plan de développement des compétences et déploiement, des 10% de formation standard. Mais pour le reste, le service formation doit changer de posture, doit changer de paradigme et mettre à disposition des collaborateurs une offre formation beaucoup plus concrète, beaucoup plus appuyée, beaucoup plus collée aux réalités du métier, du terrain. Donc pour ça, vraiment, c'est de mettre à disposition tous les outils nécessaires au développement des compétences et donc comprendre qu'il est temps de changer de posture. Hop. Notre deuxième conviction, si j'arrive à vous l'afficher, hop, elle porte sur les talents et sur les compétences. On souhaite tous trouver ce fameux juste équilibre de quelles sont les compétences à faire entrer dans mon organisation, plutôt à faire sortir, voire à faire développer. Nous, notre conviction, elle se base sur le fait que pour être une organisation apprenante, la première chose à faire, c'est vraiment essayer de se recentrer sur ce qui se passe au sein même de votre organisation, plutôt que d'avoir ce fameux réflexe d'aller chercher la compétence en externe. Alors pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce que quand c'est processé, quand c'est outillé, déjà souvent c'est bien plus simple, c'est beaucoup moins coûteux. Et dans un contexte actuel de la guerre des talents, ça semble opportun. Pour ça, on propose, la première des choses, c'est d'avoir une cartographie des compétences fines. Alors vous allez me dire, oui, ça semble logique, sauf que selon notre étude, plus de 66% des entreprises ont pour ambition de le faire, mais ne l'ont pas forcément fait. Alors que ça permet de comprendre où sont les compétences, qui obtient ces compétences, est-ce qu'elles sont activées, quelles sont les compétences en tension, pénuriques, utiles aujourd'hui, mais inutiles demain. Ça permet donc d'avoir vraiment cette vision et puis, grâce à ça, de pouvoir analyser l'organisation par le prisme de la compétence et de retirer vraiment un maximum de choses du capital humain et de permettre véritablement de mettre tout ça au service de la performance d'une entreprise. Alors après, vous me direz,
certaines compétences, on sait qu'on en a besoin aujourd'hui, mais on va avoir besoin de quelles compétences demain? On sait que plus de la moitié des métiers ne sont pas connus, la moitié des métiers de 2030 ne sont pas connus aujourd'hui. Donc par conséquent, ok, super, on anticipe, mais on anticipe quoi? Pour anticiper, là, il va falloir accompagner les collaborateurs d'une autre manière. Et la clé de cette adaptabilité, ce sont les soft skills. Les soft skills qui vont permettre aux collaborateurs de se poser les bonnes questions, de savoir s'adapter, de pouvoir appréhender facilement le changement. Donc, quelques exemples de soft skills, la capacité à apprendre, l'intelligence relationnelle, la résolution de problèmes complexes, ou encore même l'empathie pour être, par exemple, manager et accompagner véritablement ses collaborateurs à cette transformation. Donc ces compétences-là permettent de développer la capacité de résilience d'une organisation, lui permettre de s'adapter en temps réel au marché, à sa stratégie, à ses ambitions, et également garder une certaine vitalité de l'organisation. Sur cette partie soft skills, j'aurais une question à vous poser. Donc, hop, à vos smartphones. Donc, diriez-vous que les soft skills font partie des compétences stratégiques de vos collaborateurs aujourd'hui ? Super. Ok, plutôt d'accord. Certains ne sont pas du tout d'accord. Quand même. Ok. Est-ce que quelqu'un souhaiterait faire un témoignage, partager quelque chose qu'il aurait mis en place dans son organisation au sujet des soft skills, qui aurait plutôt bien fonctionné, ou au contraire, quelqu'un qui veut expliquer pourquoi il n'est pas du tout d'accord? Oui ? Je ne dirais pas que je ne suis pas du tout d'accord, je suis même très d'accord. Mais dans mon rôle, moi je suis responsable formation, oui. Et c'est extrêmement difficile de faire prendre conscience à quel point c'est important les soft skills, oui. Et de les évaluer finement dans les entretiens annuels, etc. Donc en fait, la difficulté, c'est pas d'être convaincu de l'intérêt, c'est de faire partager cet intérêt et une évaluation qui soit juste et honnête, objective, à travers les entretiens. Moi, je crois que la difficulté, elle est là-dessus. Pas vraiment sur la conviction de l'utilité ou pas. Oui. Voilà, c'est ça. Très bien, merci. La suite des convictions va permettre aussi d'éclaircir certains points. Donc c'est parfait. Très bien, merci beaucoup. Je vais donc laisser maintenant la main à Myriam sur la suite. Ok, le point suivant qu'on souhaitait évoquer ici avec vous, on est toujours dans ce voyage autour de nos différentes convictions sur l'organisation apprenante. Aujourd'hui, on partage avec vous aussi une conviction relative aux outils et aux méthodes. Quand on parle souvent de formation, on va parler de méthodologie, de méthodes pédagogiques, d'une grande diversité, du digital. D'accord, mais comment on va plus loin que ça? Comment on avance vers une organisation apprenante? Parce que comme on vous le disait avant, l'idée n'est pas de cocher toutes les cases, de proposer une grande diversité de choses qui sont peut-être pas mises en cohérence les unes avec les autres, mais bien d'avoir une approche presque organique du développement de la connaissance. Concernant les outils et les méthodes, les convictions que l'on porte sont relatives vraiment au fait de développer des choses toujours plus customisées dans différentes dimensions. La première, c'est celle du collaborateur. Ça veut dire quoi? Développer des parcours, des offres qui sont de plus en plus centrées sur l'individu, sur les besoins, les compétences et l'expérience d'apprentissage des collaborateurs. Ça ne veut plus dire uniquement faire un recueil des besoins, identifier des cibles des besoins, mais aller vraiment jusqu'à l'échelle du collaborateur, de ses besoins de compétences. Qu'est-ce qui facilite et qu'est-ce qui accélère cette dimension aujourd'hui dans les organisations apprenantes que l'on peut observer? C'est le digital. C'est le digital, je vous apprends rien, puisqu'en fait, avec notamment l'utilisation de la data, la capitalisation sur des algorithmes, sur l'IA, on va pouvoir créer des parcours toujours plus personnalisés, individualisés, suivre la progression, le développement des compétences, les étapes à l'échelle du collaborateur, orienter son parcours selon ses résultats qui lui sont propres et non plus uniquement ceux d'un collectif, ceux d'une population cible, entre guillemets, comme on peut l'utiliser souvent dans le jargon.
Le deuxième volet, je vous en ai parlé, c'est le volet expérientiel. Dans une organisation apprenante, on va s'intéresser beaucoup, bien évidemment, aux compétences, mais aussi à l'expérience d'apprentissage. On a une emphase beaucoup plus forte sur le parcours, sur l'expérience du collaborateur dans son apprentissage, et on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on a une emphase beaucoup plus forte sur donner envie, sur le goût du savoir, sur le fait de monter en compétences, et en fait d'en avoir envie, d'y trouver du sens. La deuxième conviction que je voudrais vous partager ici en termes de customisation, on a parlé de l'individu, de cette accélération via le digital. Le deuxième volet, c'est celui lié à la customisation au niveau de l'entreprise. De plus en plus, et j'imagine que vous le voyez tous, on va créer des formations qui ont vraiment la patte, le goût de l'entreprise, l'ADN, le trait culturel, qui fait que cette formation au management, quand je l'ai dans cette structure ici, je ne vais pas du tout avoir le même langage, pas du tout les mêmes codes que dans une autre structure. Ça passe beaucoup en fait par le fait de mettre en place notamment des communautés de formateurs en interne. Vous le verrez, et je pense que vous êtes beaucoup peut-être déjà à le mettre en place. Les communautés de formateurs internes, c'est quelque chose qui est venu se mettre en place petit à petit dans les organisations, souvent de manière un petit peu de bric et de broc, de dire qui est volontaire, qui connaît un sujet, qui souhaite le partager. Ça se fait souvent un petit peu au début de manière informelle. Mais ces communautés de formateurs, elles permettent vraiment de transmettre les savoirs, et non pas uniquement les savoirs comportementaux. Quand on parle forcément de management, de soft, c'est plus simple. Mais quand on parle même de hard skills, apprendre le métier de la construction dans telle entreprise, une fois que ce sera fait avec un formateur interne, je vous ai pris un exemple très macro ici, mais quand c'est fait par un formateur interne qui va vous communiquer le geste métier, la manière d'apprendre, mais qui va vous le donner dans les codes métiers, les traits culturels, la manière de faire dans l'organisation dans laquelle ça s'incarne, on est beaucoup plus ici sur de la formation, comme je vous le disais, customisée, fait maison en fait, fait par et pour les collaborateurs de l'entreprise. Le corollaire qui vient donc de ce que je viens d'évoquer, c'est qu'on va être vraiment sur un repositionnement de l'organisation. L'organisation apprenante, c'est une organisation qui devient intrinsèquement productrice de savoir. Ça veut dire qu'on n'a plus un département formation qui pousse des savoirs, département L&D et RH, je sais que c'est pas le monopole nécessairement, qui va pousser les savoirs, développer des parcours, mais on va avoir ces partages, ces communautés de partage qui émergent et qui font de la production de savoir dans l'organisation. La dernière et la troisième de ces convictions liées à la customisation que je veux porter ici en termes d'outils et de méthodologie, c'est attrait aux modalités pédagogiques. Je vous disais avant, on peut démultiplier les modalités pédagogiques à l'envi. C'est pas ça pour nous qui est le trait marquant d'une organisation apprenante. Un des traits qui attire particulièrement notre attention est le développement de plus en plus fort de tout ce qui est justement à l'apprentissage entre pairs, le social learning, tout le développement des connaissances qui peut se faire au sein de l'organisation, qui diffuse, qui répartit, qui fait rayonner en fait l'apprentissage et la connaissance au sein des organisations. Par ailleurs, on a par exemple dans notre sondage 76% de nos répondants qui indiquent favoriser l'apprentissage entre pairs. On est vraiment sur des dynamiques qui font aujourd'hui peut-être partie du quotidien, mais qui, si on remonte à il y a encore quelques années, étaient vraiment un trait très marquant, puisqu'on n'était pas forcément dans cette dynamique de se dire apprendre entre pairs, c'est du vrai apprentissage, c'est de la vraie montée en compétences, c'était simplement de l'entraide. Pour nous, ça fait partie des traits marquants, ou en tout cas des facteurs différenciants d'une organisation apprenante. Donc je vais vous poser cette question simplement par rapport à ce que je viens d'évoquer ici. Aujourd'hui, est-ce que vous avez mis en place des communautés de formateurs internes ? On vient de l'évoquer, l'importance que ça peut avoir, en tout cas le trait marquant que ça représente pour nous. En grande majorité, oui. Je serais peut-être intéressée, si vous en êtes d'accord, d'avoir... Oui, allez-y. Vous souhaitez... Ouais. Allez-y. En fait, je suis tout à fait d'accord pour Caroline Kruger-Batti à Sanofi sur le People Development pour Europe. Les communautés formateurs internes, c'est super, c'est génial. Je trouve qu'il y a des bels avantages, mais on est très vulnérable en termes de délivrer du learning sur des disponibilités. Ah, j'ai changé mon avis. Ah, je suis surchargée. Quelle surprise! Qu'est-ce qu'on fait et comment... Voilà. Donc, ouais. Alors avant de vous apporter une réponse, je vais peut-être laisser voir si la parole, si une deuxième personne souhaite apporter un témoignage sur le volet par rapport à la mise en place de communautés de formateurs. Oui, allez-y. Donc en fait, Anne-Sophie Duchesne, Orano, donc nous on a une communauté de 600 à 700 formateurs internes qui sont beaucoup des opérationnels dans les usines. Et voilà, il faut les accompagner, mais il faut aussi les accompagner à la montée en compétences pour être pédagogue, pour savoir apporter un savoir
qui va rester pérenne, en fait. Donc on a beaucoup de compagnonnage, donc on doit beaucoup les accompagner dans ce sens-là. Il y avait un troisième par là-bas. Bonjour, Camille Piliard de la maison Chloé. Nous, on va avoir une particularité, c'est que en fait, à Paris, on est à peu près que 300. Donc déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes que ce qu'on peut avoir, mais donc on a quand même quelques formateurs internes sur des sujets liés à SAP, etc. Et à la question, comment est-ce qu'on peut embarquer et en fait s'assurer de la disponibilité. Je gère aussi la partie talent et en fait c'est quand même dans les objectifs de nos collaborateurs et ça je trouve que c'est vraiment la difficulté parce que il y a des personnes qui sont volontaires par intérêt, par envie personnelle, ça rentre pas forcément dans leur fiche de poste précise et après c'est plutôt comment est-ce qu'on va convaincre les managers de sacraliser un petit peu ce temps sur ces sujets, sachant que nous déjà on a mis en place un certain nombre d'objectifs liés à la partie sustainability. Donc, si on revient, on remet encore d'autres couches. C'est toujours un petit peu difficile avec le management. Allez-y, il y en a une devant ici. On est sur un sujet qui souvent génère beaucoup d'intérêt et qui, dans la mise en œuvre, justement, vos témoignages l'illustre, génère beaucoup plus de difficultés. Allez-y. Oui, Madame Lombard, ministère des Armées. C'est juste que savoir, c'est pas forcément savoir transmettre. Et voilà, ça pose aussi difficulté. Et on se rend compte que ça nécessite aussi finalement de former les futurs formateurs. Et là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Le sujet de la pédagogie dont vous parliez, effectivement. Oui. Justement, en fait, toutes les questions que vous posez à l'instant font écho à notre deuxième question, puisque très souvent, c'est un petit peu la partie intéressante, c'est que bien évidemment, on va demander aux entreprises, est-ce que vous avez mis en place des communautés de formateurs ? Ils vont nous dire oui, ou pas toujours, mais c'est une tendance qu'on note de plus en plus, même si pour le coup, on a quand même, nous, dans le sondage qu'on a pu faire, 60% des entreprises qui nous disent que non, ils ne l'ont pas encore mis en place. Pas pour l'instant, c'est pas forcément toujours qu'ils ne souhaitent pas le mettre en place. La question qui vient derrière, c'est justement, ok, vous les avez mises en place, mais comment vous les animez ? Comment est-ce que vous les accompagnez ? Et c'est là où on réside toute la difficulté, dans le sens où si on se base uniquement sur du volontariat, sur vous aimez un sujet, vous avez envie de l'animer, oui, mais vous n'êtes pas formateur pour autant. Donc la question pour passer de on a des formateurs internes à on développe un système d'organisation apprenante basé notamment sur des communautés de formateurs internes, ça passe par une logique de processisation, je dirais presque, de l'animation, de la montée en compétences, de l'accompagnement. Je vais vous inviter juste là, sur ce volet-là, à faire votre choix ici sur le modèle d'animation des formateurs internes dans les communautés, si vous en avez mis en place. Alors par contre, on a plusieurs réponses, donc je pense qu'il y a une petite erreur d'affichage. Peut-être que c'est en libre. Est-ce que vous avez plusieurs choix qui s'affichent ? Non ? Question libre ? Oui, allez-y, soyons libres. Soyons libres. La question, c'était comment les animez ou les formez-vous, les communautés de formateurs en interne ? Si vous le faites, si vous avez la possibilité de le faire. Alors normalement c'était un QCM, donc c'est les aléas du direct. On va faire sans, c'est pas très grave. Je ne sais pas, Alice, s'il y a d'autres réponses ou... Réunion régulière, formation. Formation certifiante, parcours de professionnalisation. On a un volet formation qui est très fort. Effectivement, la première étape, ici, vos témoignages, les formations régulières, les réunions, dynamique d'animation, réunions d'échange régulières sur les pratiques. Effectivement, là, les témoignages que vous apportez ici sur le comment, sur comment on anime, comment on accompagne, les événements, des groupes Teams, Train the Trainer, méthode pédagogique. Effectivement, nous, les grands piliers qu'on retient sur l'animation, sur la formation, en premier volet, c'est la formation de formateurs. Ne pas négliger le volet que c'est pas parce qu'on est expert d'un sujet qu'on est en capacité de le transmettre. C'est madame, l'une d'entre vous qui le disait à l'instant. Se former à la pédagogie, se former à la capacité à transmettre, à développer des méthodes pédagogiques, c'est un élément fort.
47% des personnes interrogées, des DRH interrogés, établissent que la formation est un des leviers d'animation forts. C'est le premier. Le deuxième, bien évidemment, et vous l'avez souligné ici, c'est la dimension animation, communauté, création de rendez-vous, partage de pratiques. Comment est-ce que toi tu animes telle ou telle formation? Quels sont les outils que tu utilises? Souvent, ça se fait de manière très informelle, mais le but, c'est aussi petit à petit de fournir des outils. Former avec Mercury International, effectivement, des groupes privés sur LinkedIn, etc. Donc vous avez vraiment ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une expérience qui a particulièrement bien fonctionné ou à l'inverse, un retour d'expérience beaucoup plus difficile qu'il souhaite partager parmi nous avant qu'on passe à la suite. Oui ? Oui, qui sortent un petit peu du commun, on va dire, en termes d'animation. Sachez que ce qui est intéressant, l'intégration dans le parcours de carrière, ça faisait écho notamment à ce que vous évoquiez, le fait que ce soit objectivé, que ce soit tracé, suivi. Effectivement, sur les formations de formateurs, on est vraiment, sur les communautés de formateurs, on est vraiment dans cette dynamique pour l'organisation apprenante. Certes, il faut mettre en place, mais l'étape d'après est bien de les animer, de les former, de les accompagner et d'objectiver cet accompagnement, ce rôle, cette casquette qu'ils prennent dans leur parcours de carrière. Il est important aussi de leur vraiment de donner du sens et de le lier à la mission et à la stratégie de l'entreprise. Il y avait madame, oui, allez-y. Juste ajouter, Bérangère Pelé se trace tout à l'heure, ajouter sur l'aspect reconnaissance aussi, parce que... La valeur, oui. Merci. Donc l'aspect reconnaissance, là on est en train de réfléchir nous à des programmes pour reconnaître du coup au plus haut niveau la contribution de nos consultants, parce qu'ils sont censés être chez le client, donc c'est aussi accepter de ne pas être facturé pour former ses collègues. Et donc la reconnaissance par déjà s'assurer que tous les managers sont au courant que leurs collaborateurs font partie de notre pool de formateurs internes. Et on a une expérience en Inde actuellement qui marche bien, aussi la reconnaissance du CEO de l'Inde, des programmes de reconnaissance avec des vouchers, des choses comme ça, pour vraiment mettre en lumière cette communauté. Ouais. Et je dirais, une fois qu'on a mis en place les basiques de tout ce qu'on a couvert, c'est maintenant comment est-ce qu'on va au-dessus et on reconnaît ces personnes-là. C'est vraiment important de donner de la valeur à cette action et l'animer dans la durée. Vraiment. Monsieur. Xavier Durochat, BNP Paribas. Oui, nous, on a une belle expérience en Bank of Nanjing qui est en Chine, où les formateurs et tous ceux qui partagent leur best practice gagnent des points en fonction du share de ce qu'ils ont produit, c'est du like. Et avec ces points, ils gagnent des accès à des événements, ils gagnent des formations gratuites, et ils gagnent tout ça. Donc en fait, ils ont fait un cercle de qualité qui leur permet de gagner quelque chose qui va les rendre encore plus professionnels. Dans un premier temps, ils gagnaient des tickets pour acheter sur... l'équivalent d'Alibaba, voilà, c'est ça. Et ils sont aperçus que finalement, ils achetaient tout et n'importe quoi, parce que les Chinois suivent tout. Et finalement, ils ont reconditionné ça en disant, finalement, on va les rendre plus professionnels. Super, effectivement, des cercles vertueux de valorisation, aussi de reconnaissance, qui sont incarnés non pas uniquement par c'est super ce que vous faites, mais par de la valorisation ici, là, très concrète, individuelle. Donc c'est effectivement très intéressant. Deuxième pilier ici, enfin quatrième plutôt, deuxième, j'allais dire que j'évoque, mais c'est le quatrième déjà ici, sur le volet organisationnel, bien évidemment, et c'est un des piliers systémiques, on a une approche ici assez holistique de l'organisation apprenante. Le volet organisationnel, on porte, nous, la conviction profonde, et c'est ce que Cyril évoquait au début, que le département formation, learning et development, RH, devient aujourd'hui un diffuseur de savoir dans une organisation apprenante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment repositionner le rôle, l'apport du département formation au sein de l'organisation dans son ensemble. Ça veut dire quoi? Passer d'un rôle qui parfois, c'est de moins en moins le cas, mais j'allais dire de gestionnaire de la diffusion, parfois de parcours de formation. On peut avoir un rôle parfois qui est encore assimilé à quelque chose d'assez administratif, alors qu'en fait, le vrai rôle aujourd'hui, et c'est de plus en plus que l'on peut voir, du département L&D est de se positionner en véritable facilitateur de la diffusion des savoirs. Vous l'avez vu, on porte la conviction que l'émanation des savoirs naît aujourd'hui de l'organisation dans son ensemble et n'est plus uniquement le fait de quelques-uns. Donc le fait est ici que pour nous, le département de formation perd un peu le monopole du développement des compétences au profit de l'ensemble de l'organisation.
Ça demande un repositionnement et ça demande aussi de faire évoluer les méthodes de travail et les modes de travail au niveau de la formation. Ça veut dire quoi? Un travail beaucoup plus marqué en mode projet. Alors aujourd'hui, bien évidemment, vous allez me dire, évidemment, quand on travaille sur des parcours, sur le développement de connaissances et de compétences, on le fait en adhérence étroite avec les métiers, avec les enjeux stratégiques. Oui, ça veut dire ça au début, quand on crée des parcours, mais ça veut aussi dire dans les phases de run. Ça veut dire tout au long de la vie et du développement des compétences, du développement des connaissances, les métiers, les directions opérationnelles doivent être associés. Ça veut dire pour le département formation, si je reviens sur ce volet-là, de facilitateur un petit peu de la diffusion des savoirs, de repenser les compétences au sein même de son équipe. Ça veut dire qu'on a des équipes qui font certes potentiellement de l'ingénierie pédagogique, mais qui vont aussi beaucoup plus avoir à travailler en transversalité, naviguer dans les écosystèmes de l'organisation, être en capacité de piloter, de diriger de manière matricielle des contributeurs métiers. Donc on a vraiment toute une dynamique d'interaction, tout un modèle de gouvernance qui ici vient être un petit peu impacté par cette décentralisation en fait, de la production de connaissances. Et le dernier volet que je voulais ici souligner par rapport à cette diffusion des savoirs et au positionnement du département Learning and Development, c'est le fait qu'on va demander de plus en plus au département formation L&D d'être responsable au sens accountable pour les connaissances et pour la performance de l'activité formation au regard des métiers. On ne va plus forcément se poser uniquement la question de la performance de l'activité formation au sens pourcentage de formation déployée, formation obligatoire, typologie de cibles qui ont été formées. Ça, c'est une première chose. Mais le deuxième, ça va être, OK, mais au regard d'indicateurs métiers, au regard d'indicateurs de performance qui sont des indicateurs métiers, quel est l'impact de la formation, quel est le ROI de la formation sur mes collaborateurs? On a formé X% aux techniques de vente sur un nouveau modèle qu'on a pu développer. D'accord? Quel a été l'impact concret, même si c'est jamais linéaire? Est-ce qu'on a pu voir, est-ce qu'on peut noter une progression en termes de vente de ce type de produit sur les populations formées? Je prends un exemple assez simple, mais c'est vraiment une responsabilisation et une analyse de la performance de la formation qui n'est plus uniquement au niveau du département RH, mais qui peut être de plus en plus demandée de la part des métiers en termes d'impact. Sachez que, pour la petite histoire ici, dans le sondage qu'on a pu noter, est-ce qu'aujourd'hui on utilise des KPI métiers pour analyser la performance de la formation? Encore 55% de nos répondants disent non, parce qu'en fait c'est un step qui est très difficile aujourd'hui à franchir. Et dernier volet, on va vous poser une petite question encore ici avant de passer à la suite, deux derniers piliers. Je parlais beaucoup avant de fait maison. Qui s'occupe de la création des contenus de formation chez vous? Ah oui, c'est assez marqué. Ah voilà, j'étais très surprise du résultat. Ok, on a quand même une majorité encore ici, près de la... pas de la moitié, ça évolue. Ingénieur pédagogique en interne. Des structures dédiées. Les structures dédiées sont passées en tête. Les salariés, c'est intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici, la dimension salariés qui sont libres de créer leur propre contenu et les partager, dans cette dimension de responsabilisation. Effectivement, c'est le step d'après, mais ça demeure encore marginal et ça nécessite d'être outillé. On y reviendra juste après. Enfin, okay, on voit en fait en majorité ici qu'on a des structures dédiées qui sont généralement, alors l'apanage surtout des organisations conséquentes, bien évidemment, qui ont la capacité de mettre en place ces types de dispositifs spécialisés sur des métiers, sur du leadership, sur des compétences transversales, qui produisent ces contenus. Ce qui est intéressant souvent, et ce que nous on a pu voir en l'occurrence, c'est qu'on a généralement des chiffres qui sont assez proches entre justement les directions opérationnelles, directions métiers, et les directions plutôt côté RH, et moins les structures dédiées. C'est intéressant, les résultats diffèrent un petit peu de ce que l'on a pu voir dans le sondage. Ça montre en fait aujourd'hui que vous avez quand même une concentration, encore une fois, de la production de ces contenus qui demeure encore dans certaines entités de l'entreprise et un petit peu moins diffusée auprès des salariés ou en tout cas des autres collaborateurs au sein de l'organisation. C'est intéressant d'avoir votre retour. Est-ce qu'avant qu'on passe à la suite, peut-être l'un d'entre vous souhaite apporter un regard, un retour d'expérience sur justement la création de contenu ? Sinon, je passe à la suite. Super. Je te laisse terminer, Cyril. Alors, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce qu'avant de travailler dans
dans la formation, je travaillais dans la communication et quand je suis arrivé dans ce monde, je me suis pas mal étonné du temps passé et de l'énergie qu'on met dans le savoir-faire, puisque les services formation usent beaucoup de temps et d'énergie à travailler sur le savoir-faire, et on l'a vu sur la dernière question, et trop peu au faire savoir. Trop peu au faire savoir parce qu'il y a d'ailleurs une belle étude de Headflex qui date de 2021 qui dit qu'il y a 1 salarié sur 2 qui s'estime mal informé par les possibilités de formation dans son entreprise. C'est-à-dire que globalement, vous avez 50% de votre population de collaborateurs qui ne savent pas exactement tout ce que vous pouvez faire pour eux. C'est juste dingue. C'est juste dingue parce que finalement, vous, avec vos équipes, vous êtes là en train de proposer des choses, vous êtes là en train de mettre en place, sauf qu'il manque le faire savoir. Il manque le marketing de la formation. Et ce sujet, le marketing, c'est pas un gros mot, c'est un très très beau mot. C'est comment on peut valoriser ce que l'on fait, valoriser nos métiers, mais surtout valoriser ce que l'on peut apporter comme valeur à notre organisation. Et donc, par rapport à ça, nous, on a 2 convictions. La première, c'est qu'il faut donner ou redonner le goût de la formation. Il faut finalement donner, vous savez, de la saveur au savoir. Comment ça se passe ? Ça se passe à tous les moments de la formation. Le premier moment, c'est que vous avez votre collaborateur, il cherche, vous savez, le truc le plus basique. Une formation Excel TCD. Et il va voir formation Excel TCD. Est-ce que ça lui donne envie ? Alors oui, il a besoin de la formation Excel TCD. Mais si vous mettez formation Excel TCD, prenez le pouvoir sur vos données, est-ce que ça ne veut déjà pas dire autre chose ? Et si derrière vous avez un témoignage d'un collaborateur qui a déjà fait cette formation, et cette formation que vous avez revue parce que finalement cette formation a été super ennuyeuse et que vous avez revue en termes d'ingénierie, là vous allez commencer à donner le goût de la formation sur l'identité. Ensuite, il faut attirer effectivement sur vos parcours, il faut attirer sur toutes les modalités pédagogiques que vous mettez en œuvre. Et puis, je vais revenir ensuite sur le pendant, mais après, il faut pouvoir valoriser, s'appuyer sur ceux qui l'ont fait. Parce que les meilleurs ambassadeurs de la formation, ce sont les collaborateurs. C'est le collaborateur qui dit à son copain, tu devrais faire cette formation, je l'ai faite l'année dernière, elle est géniale. Si tu as besoin de cette compétence, elle est géniale. Et là, vous aurez un pouvoir de recommandation, et d'ailleurs aussi un pouvoir de transmission, parce qu'ils vont pouvoir en parler, ils vont pouvoir échanger. Et ça, c'est super important. Donc, donner le goût de la formation, c'est la première conviction. Et la deuxième conviction, pour reparler du sujet, par exemple, du théâtre, dont vous parliez tout à l'heure, c'est la partie présentielle. On est aujourd'hui dans une phase, après la pandémie, où on a multiplié les modalités pédagogiques, et c'est très bien. Et le présentiel est devenu moins important en termes de volume, mais on ne l'a pas fait évoluer. Pourtant, le présentiel, c'est devenu la chose rare, parce que maintenant, quand on envoie des gens en présentiel, on se dit il va falloir les sortir de la production, du métier pendant une demi-journée, une journée, tout le monde traîne un petit peu des pieds, mais parce qu'on n'a pas aussi changé la modalité du présentiel. Le présentiel, ça doit devenir un événementiel, ça doit devenir un expérientiel. C'est-à-dire qu'il faut réenchanter finalement ce moment-là, il faut que les gens vivent des choses, il faut qu'ils vivent des émotions afin qu'elles soient totalement ancrées. Parce qu'in fine, ils se souviendront à la fois du moment, et comme ils se souviendront du moment, ils se souviendront aussi des compétences qu'ils ont acquises. Donc le présentiel, il reste ultra important, mais il ne faut pas l'envisager comme on l'envisageait dans une salle de classe il y a encore quelques années. Il faut encore une fois repenser et réenchanter le présentiel, surtout on vient de vivre 2 ans où on ne pouvait pas se voir sans masque et on se touchait juste avec des visio Teams. Le présentiel est redevenu quelque chose de juste dingue et super important. D'ailleurs, on est super content d'être en présentiel aujourd'hui, vous n'imaginez pas. Sans masque. Donc, effectivement, le sujet de la communication est juste fondamental, et les compétences d'ailleurs des services formation doivent évoluer vers des compétences de communication. Il y a d'ailleurs un certain nombre de groupes qui ont des compétences et des services formation interne et communication qui sont liés. La dernière conviction qu'on veut vous partager et qui fait aussi appel à certains sujets dont vous avez parlé tout à l'heure dans le public, notamment sur, vous savez, le manque de temps, le fait que les managers ne soient pas forcément ouverts à ce que le collaborateur soit formateur interne. Mais c'est une histoire finalement de culture.
C'est une histoire de culture, et de culture de l'organisation et de culture apprenante. La culture de l'entreprise, c'est quoi? C'est finalement un partage de pratiques, un partage de rites, de rituels, de routines, qui se transmet, qui se diffuse de manière très organique, qui n'a pas besoin en fait d'être rédigé sur un mur. Ça devient tacite, et ça se transmet comme ça. Et la culture, c'est un élément ultra fondamental. Et la culture, ça ne se décrète pas, ça se vit. Et donc, pour mettre en place une culture, ça démarre par un point, c'est l'exemplarité de la gouvernance. Si la gouvernance, à un moment donné, dit « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais », ça ne fonctionnera pas. Donc il y a une exemplarité qui est très très forte. La culture, ça part d'en haut. Par rapport à cette culture apprenante, 3 éléments fondamentaux qui permettent en fait de développer la culture apprenante et qui vous allez voir sont assez concrets. La première chose, pour développer une culture apprenante, il faut laisser aux collaborateurs le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, en France, ce n'est pas encore très très développé. Mais le droit à l'erreur, c'est ce qui permet d'expérimenter, c'est ce qui permet d'innover, et c'est ce qui permet finalement d'avancer. Le droit à l'erreur, vous savez, laisser erreur, c'est ce qu'on a tous fait, parce qu'à un moment donné, on était à 4 pattes, on s'est levé, on est tombé 100 fois, et un jour on a réussi à marcher. C'est pareil en fait dans le monde de l'entreprise. Pour pouvoir trouver, pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver de nouvelles méthodes, pour pouvoir trouver de nouveaux outils, pour pouvoir trouver de nouvelles façons de faire, il faut laisser le droit à l'erreur. Et pour laisser le droit à l'erreur, et j'en viens au second sujet, c'est responsabiliser les gens. C'est avoir donné en fait la responsabilité et l'autonomie suffisante à chacun et que culturellement, ce soit acquis en fait. Et donc, il faut vraiment laisser chacun pouvoir avoir son périmètre, donner le sens à chacun afin qu'il puisse se développer, faire des erreurs et surtout gagner. Parce que finalement, en faisant des erreurs, c'est comme ça qu'on arrive à de grands succès. Et le dernier point, c'est le rôle crucial du manager. On en a un petit peu parlé. Le manager doit à la fois être un manager leader, c'est-à-dire celui qui donne le sens, celui qui donne la voix, le capitaine de l'équipe finalement, celui qui fédère, celui qui rassemble. Et c'est aussi le manager ressource, c'est-à-dire celui qui supporte, celui qui accompagne, celui qui permet à chaque collaborateur de se réaliser, celui qui permet aux collaborateurs de devenir un formateur interne. Donc le rôle des managers est vraiment crucial. Donc in fine, la culture apprenante, comme vous l'avez bien compris, c'est vraiment développer ses rites, ses routines et ses pratiques, et notamment au niveau managérial, et que ce soit adoubé et surtout poussé par la partie gouvernance. Alors il nous reste que 1 minute 30, on me dit en régie, donc il y a un certain nombre de choses que l'on aurait voulu vous partager, mais on vous le donnera, c'est pas très très grave. On a une dernière question. Pensez-vous faire partie d'une organisation apprenante? Question totalement naïve, posée de notre part. Non, on a voulu rester pour avoir les mêmes abats qu'avant. Donc on voit que ça a bougé un petit peu, mais c'est ça veut dire que vous vous reconnaissez plus ou moins dans ce que l'on a dit. Voilà, en tout cas, ce que l'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est d'une part de vous dire que il n'y a pas d'une part des organisations apprenantes et d'autre part les autres. On va dire toutes les organisations sont plus ou moins apprenantes, mais qu'il y a des niveaux de maturité et que les convictions en fait que l'on vous partage aujourd'hui et donc sur ces 6 dimensions, ce sont pour nous celles qui permettent en fait de grandir et demain de devenir encore plus apprenants et de pouvoir développer finalement la capacité de l'entreprise à apprendre ensemble et donc à être meilleur que la concurrence, comme je vous le disais au début. Juste pour terminer, vous dire que, et je vais plutôt vous parler non pas de ce que l'on fait pour nos clients, mais de ce que l'on produit également, parce que vous voyez, on essaie à la fois alors nous, on est une entreprise de ce qu'on appelle de doueurs, on est des gens qui faisons beaucoup pour le compte de nos clients, mais on prend aussi du temps pour à la fois écrire, pour réfléchir et pour écouter. On a un podcast qui s'appelle l'entreprise apprenante sur lequel on reçoit tous les 15 jours des personnes, des personnalités de la formation, de la tech, du développement des compétences.
Donc, je vous invite à aller l'écouter et si certains d'entre vous ont des éléments à partager, je vous invite vraiment à venir me voir parce que je suis toujours à la recherche d'invités. Ça, c'est le premier point, c'est moi qui l'anime. On édite une newsletter formation qui est une newsletter où chaque 15 jours, on traite d'un sujet de la formation et du développement des compétences, donc qui est lu par plusieurs milliers de personnes et qui, par le fond et par la forme, je vous laisserai la découvrir, est vraiment très singulière. Et puis effectivement, on a un blog sur lequel, encore une fois, on partage un certain nombre de contenus. Donc vous voyez, on produit du contenu, c'est pas que le nôtre, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher sur le marché la compréhension des organisations, qui sont des organisations, comme on a dit, vivantes, et qui nous permettent de pouvoir vous proposer cet atelier aujourd'hui avec les convictions que l'on a à date et que l'on nourrit au fur et à mesure de nos échanges. Merci beaucoup. Merci.